Mon père s'est figé à l'aéroport quand un homme en costume bleu marine lui a tendu une épaisse enveloppe portant mon nom. Benoît, mon frère, se tenait à côté de lui, pâle, faisant semblant que cela n'arrivait pas. 4 jours plus tôt, ils avaient ri pendant que je quittais la salle à manger de ma mère après que mon frère ait dit « Tu ne fais plus partie de la famille. Ne te montre plus. » Je n'ai pas crié. Je suis juste partie. Et nous voilà maintenant, leur monde s'effondrant exactement comme ils avaient voulu que le mien s'effondre. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Avez-vous déjà tracé une ligne avec votre famille et refusé de l'effacer? Je me souviens de ce dimanche comme s'il était censé signifier quelque chose. Ma mère l'appelait « dîner de famille », comme elle le faisait toujours, comme si le mot seul pouvait réparer les fissures. J'ai passé la moitié de l'après-midi dans la cuisine de mon appartement à préparer un gratin dauphinois, à badigeonner de beurre à l'ail sur du pain, à choisir une bouteille de Bordeaux que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Ce n'était pas pour la nourriture. C'était mon offrande de paix. Ma preuve que je tenais encore assez à me présenter. Leur maison sentait les bougies à la cannelle et les vieilles photographies trop doux, trop mis en scène. Les rires que j'entendais depuis l'entrée se sont tus dès que je suis entrée. Mon père a levé les yeux de son téléphone, a hoché la tête une fois. Ma mère a souri comme elle souriait aux voisins polis. Benoît. Mon frère avait son bras jeté sur le dossier de sa chaise, se vantant de sa nouvelle affaire, celle que j'avais discrètement maintenue à flot 3 fois déjà. J'ai posé mes plats, la vapeur embuant le chemin de table en plastique, et j'ai attendu que quelqu'un fasse de la place. Personne ne l'a fait. Le dîner s'est déroulé comme toujours, chaotique, bruyant, une performance sans public pour moi. Il parlait des prochaines vacances de famille au printemps, lançant des dates et des noms d'hôtels comme si je n'étais pas assise là. J'écoutais, hochant la tête là où je devais le faire. Le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Je ne voulais pas d'invitation. Je voulais juste de la reconnaissance. Lorsque la conversation s'est interrompue, j'ai souri et j'ai dit aussi calmement que possible, dites-moi juste quand aura lieu la réunion. Je réserverai en avance cette fois. Les mots sont restés en l'air une seconde de trop, puis sont tombés à plat. La fourchette de ma mère a raclé son assiette. Benoît n'a pas levé les yeux. Mon père s'est éclairci la gorge et a demandé si quelqu'un voulait plus de pain. J'aurais dû y être habituée, à la façon dont il m'effaçait à la vue de tous. Mais quelque chose dans ce moment a rendu l'air plus fin, plus coupant. Peut-être était-ce l'effort derrière ma voix calme, ou la façon dont ma mère refusait de croiser mon regard. Peut-être étais-je enfin assez vieille pour reconnaître la cruauté quand elle portait des manières. Je me suis versé un petit verre de vin et je me suis assise en arrière, observant la scène se dérouler comme si je n'en faisais pas partie. L'enfant prodige et son public, la mère maintenant la paix par le silence, le père mesurant le contrôle par le ton. Je me suis dit de respirer, de ne pas gâcher un autre dimanche. Mais une partie de moi savait déjà que la paix qui dépend du silence n'est pas la paix. C'est un entraînement à la reddition. C'était le dernier dimanche où j'ai essayé de gagner ma place à leur table. La pause après ma question a semblé interminable. Et puis Benoît a finalement levé les yeux. Il s'est adossé à sa chaise, avec ce sourire narquois qu'il utilisait toujours quand il voulait porter un coup sans bouger les mains. « Tu ne fais plus partie de la famille », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Ne te montre plus. » Personne n'a halté. Personne ne lui a dit d'arrêter. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est effondrée. Ma mère a pressé sa serviette sur ses lèvres, essayant de ne pas sourire. Mon père a tapé la table une fois, riant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de la semaine. Le bruit a rempli la pièce, aigu et métallique, rebondissant sur les murs. La table a éclaté de rire. Je me souviens avoir pensé qu'il était étrange qu'un son puisse faire plus mal que des mots. J'ai fixé le gratin que j'avais préparé, la vapeur montant encore, le fromage bouillonnant comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou, non pas de colère, mais de la honte de réaliser à quel point ils avaient répété cette scène facilement sans que je le sache. Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé mon verre, plié ma serviette et poussé ma chaise assez lentement pour les rendre mal à l'aise. Benoît a ricané. « Oh, allez, Jeanne.
Tu ne peux pas prendre une blague? J'ai croisé son regard pour la première fois cette nuit-là. Tu le pensais vraiment, ai-je dit doucement. Il n'a pas nié. Aucun d'eux ne l'a fait. J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise. La voix de ma mère m'a suivi. Fine, polie, inutile. Jeanne, reste. Ce n'est qu'un dîner. Non, ai-je dit, en glissant mes bras dans mes manches. C'est un message. Je l'ai compris. L'air extérieur était glacial, le genre qui pique les yeux. Derrière moi. Le rire a recommencé, étouffé par la porte, comme s'il ne pouvait pas supporter une seule minute de calme. Je suis resté sur le perron un long instant, respirant l'air froid jusqu'à ce que ma poitrine arrête de trembler. Puis je suis allé à ma voiture, le gratin intact, encore fumant dans mes mains. Il y a une sorte de silence qui ne demande pas d'explication. Il annonce sa propre fin. Je n'ai pas claqué la porte ni pleuré en rentrant. J'ai juste conduit à travers les banlieues sombres, les phares fendant le brouillard, pensant une pensée claire qui se répétait comme un battement de cœur. C'est la dernière fois que j'ai essayé d'appartenir à un endroit qui rit quand je saigne. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil coupant à travers mes stores, le genre qui fait ressembler la poussière à de la neige. Mon téléphone était posé face contre terre sur le comptoir. Pas d'appel, pas de message, pas d'excuses. Le silence était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu dire. J'ai fait du café, me suis assise près de la fenêtre et j'ai essayé de me convaincre que la paix ressemblait à cela. Vide mais calme. Mais la paix n'est pas silencieuse quand elle est construite sur l'évitement. Elle attend juste la prochaine blessure. Au deuxième jour, le calme est devenu fragile. J'ai vérifié mon téléphone une fois, puis 2 fois. Rien. Il n'avait même pas remarqué que j'étais partie. Ou peut-être que si, et c'était le but. La 3e nuit, j'ai laissé mon téléphone dans une autre pièce et je me suis dit que j'avais cessé de m'en soucier. Le 4e jour, mon téléphone a finalement vibré. J'ai fixé l'écran un long instant avant d'ouvrir le message. Benoît, salut. Question bizarre. Ta banque a-t-elle bloqué le virement? Le paiement du prêt n'est pas passé. Pas de salutation, pas de pardon, pas de mention du dîner. Juste des affaires, directement au portefeuille. Je l'ai lu 2 fois. Mon pouce a plané au-dessus du clavier, puis a tapé 4 mots qui semblaient avoir attendu des années pour exister. Moi, pas de famille, pas de financement. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai cru que mes mains trembleraient, mais elles ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, un calme étrange s'est répandu en moi. Le genre qui précède une tempête. Sauf que cette fois, ce n'était pas à moi de la traverser. 1 heure plus tard, un autre SMS est apparu. Cette fois de mon père. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste retourné le téléphone et l'ai laissé vibrer contre la table jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le seul son restant était le faible bourdonnement du réfrigérateur, régulier et indifférent. Cette nuit-là, je me suis assise par terre, entourée de vieux relevés bancaires, de reçus, de registres de virements, des années d'urgence toujours liées au nom de Benoît. Les montants se sont brouillés. 2 cents ici, 5 cents là, 1000. Quand son entreprise a failli échouer, mon estomac s'est noué. Le schéma était clair. Ma générosité était devenue leur filet de sécurité et leur arme. J'ai passé un surligneur jaune sur chaque transaction, regardant le papier briller sous la lampe. Chaque marque était une preuve contusionnée de la durée pendant laquelle j'avais financé leur confort au détriment de ma santé mentale. Quand j'ai eu fini, j'ai empilé les papiers soigneusement et j'ai chuchoté à personne. C'est fini maintenant. Dehors, la pluie a commencé à tomber contre la vitre. Pour une fois, cela ne semblait pas solitaire. Le lendemain, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de rire, pas de Benoît. Mais je savais comment cela fonctionnait. Les gens qui se nourrissent de vous paniquent quand vous arrêtez de saigner. Le soir, j'ai entendu le premier coup à ma porte, puis un autre, plus fort cette fois. Je n'ai pas bougé. À travers le Judas, j'ai vu la forme des épaules de mon père. La colère de Benoît faisant les 100 pas à côté de lui. Leur rythme correspondait à un martèlement, régulier, exigeant, revendiquant.
J'ai enveloppé mes 2 mains autour d'une tasse de thé et je me suis tenue au centre de mon appartement, le cœur stable. Ils ont frappé jusqu'à ce que mes cadres photos tremblent. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté jusqu'à ce que le son s'estompe, remplacé par le bourdonnement de leur SUV s'éloignant. C'est là que j'ai compris que le silence est un miroir. Il montre aux gens exactement qui ils sont quand ils ne peuvent plus vous utiliser. Quand la nuit s'est finalement installée, j'ai regardé la pile de papier surligné sur ma table et j'ai souri. Pas le sourire heureux, mais le genre qui sait que quelque chose d'irréversible a commencé. Il y a 4 jours, j'ai quitté leur maison sans rien. Ce soir, j'avais quelque chose de mieux. Des limites qui ne pouvaient pas être remboursées. 3 jours plus tard, l'enveloppe est arrivée à ma porte. Blanche et simple, mon nom manuscrit de la main soigneuse de mon père. À l'intérieur, 400 € en billets de vin. Pas de mots, juste de l'argent, un paiement de culpabilité, un prix pour le silence. Je l'ai regardé longtemps, puis je l'ai glissé sous la table et l'ai laissé là jusqu'au coucher du soleil. Quand la lumière est devenue orange, je l'ai ramassé et l'ai jeté à la poubelle. Ce petit bruit, le léger bruit sourd des billets frappant le plastique, semblait plus pur que n'importe quelle excuse. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Le nom de mon père a illuminé l'écran. J'ai répondu au 4e coup. Pourquoi, ai-je dit avant qu'il ne puisse parler. Il a soupiré le genre de soupir travaillé qui signifiait « je vais justifier quelque chose de cruel ». Le paiement du prêt a échoué, a-t-il dit rapidement. C'est un désordre. Des frais de retard, des problèmes de fournisseurs. Nous avions juste besoin de quelques jours de grâce. Ce n'est pas comme si nous t'avions utilisé, Jeanne. Ne le prends pas personnellement. J'ai ri une fois, doucement, sèchement. C'est le problème. Vous ne l'avez jamais fait. Il a répété mon nom, plus doucement, comme si cela pouvait arranger les choses. J'ai raccroché. Après cet appel, j'ai arrêté de prétendre que c'était une question d'argent. Ce n'était pas le cas. C'était une question de propriété. Ils avaient construit un monde où ma valeur dépendait de ce que je donnais. Maintenant, ils le regardaient s'effondrer. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon application bancaire. Chaque virement d'urgence, chaque paiement, chaque faveur qui était devenue en quelque sorte une dette. 20 000 € en 2 ans. J'ai imprimé chaque relevé jusqu'à ce que l'imprimante gémisse en signe de protestation. Puis j'ai surligné chaque transaction liée à Benoît. Quand j'ai eu fini, la pile brillait en jaune, assez lumineux pour voir le schéma clairement. Le lendemain matin, j'ai tout emballé dans une enveloppe cartonnée, j'ai écrit sur le devant, voilà qui j'ai été. Demandez-vous qui vous avez été. Je l'ai déposé dans la boîte postale et je n'ai pas payé pour le suivi. Si elle se perdait, cela signifiait qu'elle avait déjà fait son travail. Cet après-midi-là, leurs appels ont doublé. Ma mère a laissé des messages vocaux pleins de tremblements qui semblaient répéter. Les choses ont dégénéré, ma chérie. Viens déjeuner. On parlera. Puis un autre à minuit. La famille traverse les épreuves, Jeanne. Benoît est sous tellement de pression. 4 mentions de « famille » en 1 minute. Comme un sort. Le 5e jour, un email est arrivé. Objet, plan de remboursement. C'était un tableau Excel avec des codes couleurs. Ridicule. Benoît y listait les montants qu'il pourrait commencer à rembourser l'année prochaine. En bas, il écrivait « Passons à autre chose. Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?» J'ai fixé le mot « famille » jusqu'à ce qu'il se brouille. C'est à ce moment-là que l'appel est arrivé d'un numéro que je ne connaissais pas, Mademoiselle Dubois, une voix masculine calme. Thomas Dupont, Greenlight Juridique. Nous confirmons votre co-signature sur un prêt commercial de 10 000 € pour Benoît Dubois. Mon pouce est arrêté. Excusez-moi ? Il semble que vos signatures figurent sur le document, a-t-il dit. Nous vérifions avant de procéder. Je n'ai jamais rien signé. Une pause. Nous avons remarqué des incohérences. Vous ne serez pas tenu responsable. Nous vous recontacterons. Quand l'appel a pris fin, je suis restée assise là, fixant le mur. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de clarté. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent.
Ils avaient pris mon nom. J'ai appelé une avocate que je connaissais du travail, Maître Leroy. Sa voix était ferme, acérée. Ce n'est pas un malentendu, a-t-elle dit. C'est une usurpation d'identité. Restez calme. Documentez tout. Nous allons gérer cela discrètement. Ce mot, discrètement, avait du sens. Des gens comme eux prospéraient dans le chaos. Le silence était la façon de les vaincre. Alors, j'ai tout documenté. Chaque message vocal, chaque facture falsifiée, chaque paiement que j'avais fait de bonne foi. J'ai intitulé le dossier « Petites coupures de papier de petites blessures qui ont finalement fait saigner la vérité ». Le lendemain matin, mon avocate a envoyé la lettre de mise en demeure à l'adresse professionnelle de Benoît. 2 heures plus tard, j'ai reçu un email de sa part. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ? Tu vas le regretter. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au chalet de ma grand-mère, le seul endroit qui m'ait jamais semblé sûr. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe. « Tu en as mis du temps ?» a-t-elle dit. Sa voix n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Quand je lui ai tout raconté, le dîner, la falsification, les menaces, elle n'a pas bronché. « Ils te tiendront toujours pour acquise si tu restes au sol », a-t-elle dit en versant du thé. « Lève-toi et ils te traiteront de grande comme si c'était une insulte. » Dehors, la pluie a recommencé. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé, les yeux calmes. « Tu l'as déjà fait. » 2 semaines plus tard, mon père et Benoît se tenaient au milieu de l'aéroport, leur monde parfait s'effondrant, quand un homme en costume bleu marine leur a tendu une épaisse enveloppe portant mon nom, une citation à comparaître, officielle et définitive. Je n'étais pas là pour le voir, mais Maître Leroy m'a envoyé un SMS d'une seule ligne qui disait « Assez ». Ils ont été signifiés. J'ai fixé le message, ne ressentant rien de la victoire, rien de la culpabilité, juste le soulagement tranquille de quelqu'un qui a finalement allumé les lumières dans une pièce sombre. Pour la première fois, je ne devais rien à personne. Quand la poussière est finalement retombée, le silence ne semblait plus lourd. Il semblait mérité. Le désordre juridique s'est démêlé exactement comme il aurait dû. Le faux prêt de Benoît a été annulé. Ses comptes professionnels gelés. Mon père a essayé de discuter, mais chaque mensonge laissait une trace de papier avec sa signature. Maître Leroy a tout géré avec un calme chirurgical. Elle n'a pas jubilé, et moi non plus. La justice n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin de fonctionner. Je ne les ai plus contactés après cela. Je n'avais pas à le faire. Les nouvelles se sont répandues par des murmures. L'entreprise de Benoît s'est effondrée. Le crédit de mon père ruiné, ma mère évitant les voisins qui ne croyaient plus à ces histoires de famille incomprises. Une nuit, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose en moi, la partie qui se souvenait encore de ses mains tressant mes cheveux, m'a fait répondre. Sa voix était plus douce cette fois, dépouillée de performance. « Je suis désolée, Jeanne » a-t-elle dit, la voix brisée. « Pour tout, pour ne pas t'avoir protégée, pour les avoir laissés t'utiliser. » Je n'ai pas pleuré. J'ai juste écouté. Quand elle a demandé si je viendrais à la réunion, j'ai dit « Non, maman. Je peux te pardonner d'ici. » Elle n'a pas discuté. Juste chuchoté « Je t'aime » et a raccroché. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon, enveloppée dans une couverture qui sentait la pluie. Les lumières de la ville scintillaient en bas, régulières et indifférentes. J'ai regardé l'enveloppe de reçu sur ma table, la preuve de tout, et je l'ai glissée dans un tiroir. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être revisitées. Elles ont juste besoin d'exister. J'ai fait du thé, éteint mon téléphone et respiré. Pour la première fois depuis des années, la paix ne semblait pas être quelque chose que je devais acheter. Elle semblait être quelque chose que j'avais construite avec le silence, les limites et le courage d'arrêter de saigner pour des gens qui n'avaient jamais remarqué la blessure. Je pensais que la paix signifiait que tout le monde s'entendait. Maintenant, je sais que cela signifie partir tout en leur souhaitant le meilleur. La réunion de ma famille s'est déroulée sans moi, leur table parfaitement dressée, à l'exception d'une chaise vide au milieu. Cet espace disait tout ce que je n'ai jamais eu à dire.
Si vous avez déjà dû vous choisir plutôt que des personnes qui n'ont cessé de prendre, j'espère que cela vous rappellera que le silence n'est pas une faiblesse, c'est un rétablissement. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi d'où vous écoutez et si vous avez déjà dû tracer une ligne avec votre famille. Vos histoires maintiennent cet espace honnête. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plus de vérité là où celle-ci est venue.